La boiterie correspond à une asymétrie du pas qui est visible et audible. Lorsqu'elle n'est pas douloureuse, elle n'est pas toujours ressentie par l'enfant. La boiterie de Trendelenburg se produit lorsque l'enfant se met en appui sur le membre pathologique. Il incline alors le tronc du côté atteint. Elle se voit au mieux au niveau des épaules. Le but est de diminuer les charges sur l'articulation coxo-fémorale en raccourcissant le bras de levier du poids du corps selon les principes de la balance de Powells. Initialement décrite lors des insuffisances des muscles fessiers, elle s'observe lors de toutes les pathologies de la hanche. La boiterie d'esquive, elle, correspond à une stratégie pour diminuer au maximum la phase d'appui du membre inférieur en cas de douleur, quelle qu'en soit la localisation. Les étiologies des boiteries sont extrêmement nombreuses. Il faut donc une certaine logique dans la démarche diagnostique. Deux éléments sont essentiels, l'âge et un éventuel contexte infectieux. Dans tous les cas, et quel que soit l'âge, on commencera par rechercher un traumatisme. Ceci est très fréquent et est sûrement la première cause de boiterie. Inversement, il faut être très vigilant et ne pas attribuer à un traumatisme toute boiterie et savoir évoquer à chaque fois la possibilité d'une origine infectieuse ou tumorale, bénigne ou maligne, à cette boiterie. Une fois localisée la zone suspecte, il est rare qu'un bon examen clinique associé à une simple radiographie de face et de profil ne soit pas suffisant pour obtenir une orientation diagnostique précise. Voyons maintenant les principales étiologies. La synovite aiguë transitoire, ou rhume de hanche, est une pathologie inflammatoire de la membrane synoviale, entraînant un épanchement intra-articulaire. La boiterie n'est pas toujours douloureuse. À l'examen, la hanche est raide, surtout en abduction et rotation interne. L'enfant est apyrétique ou subfébrile, souvent au décours d'un épisode infectieux rhinopharyngé. Le diagnostic de synovite aiguë transitoire est un diagnostic d'élimination. La possibilité d'une arthrite ou d'une ostéomyélite doit rester à l'esprit. Au moindre doute sur une telle possibilité, un avis spécialisé doit être demandé en urgence. La radiographie de bassin retrouve les signes indirects d'épanchement intra-articulaire et élimine d'autres diagnostics comme l'ostéochondrite de hanche ou une éventuelle tumeur. L'échographie de hanche confirme simplement l'épanchement intra-articulaire et ne permet pas de faire la différence entre rhume de hanche et arthrite infectieuse. Le bilan biologique, NFS, orosomucoïde, fibrinogène CRP, retrouve le plus souvent un discret syndrome inflammatoire. Le traitement consiste à mettre la hanche au repos de manière à favoriser la résorption de l'épanchement pour une durée de 5 à 7 jours. Les antalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés. Il est de règle de revoir ces enfants 4 à 6 semaines après cet épisode avec une radiographie des hanches de manière à éliminer une ostéochondrite débutante. L'ostéochondrite primitive de hanche ou maladie de Legg-Perthes-Calvé est une nécrose ischémique d'une partie ou de la totalité de la tête fémorale à la suite d'une thrombose d'une des branches terminales de l'artère circonflexe postérieure. 3 phases se succèdent sur une période de 2 ans, nécrose osseuse, détertion de celle-ci, puis reconstruction. Elle touche surtout les garçons, 80% des cas, et est bilatérale dans 15% des cas. L'examen clinique retrouve une diminution des amplitudes et une douleur en abduction et rotation interne. La radiographie de bassin de face et incidence de Lowenstein est le seul examen indispensable. Dans les semaines qui suivent l'accident ischémique, elle est normale. Le premier signe radiologique est la fracture sous-chondrale ou image en coup d'ongle. Par la suite, l'ostéocondensation correspondant à la nécrose apparaît, puis l'évolution de la maladie sera l'origine d'images différentes de détertion, de reconstruction et de cicatrisation. La scintigraphie au technétium a pour seul intérêt de faire le diagnostic plus précocement que la radiographie. Ceci n'a pas d'incidence thérapeutique et ne nous paraît donc pas justifié. Dans tous les cas, la cicatrisation va se faire avec le temps. Les traitements utilisés n'ont pas de prise sur la durée de l'évolution de la maladie, mais se bornent simplement à mettre l'épiphyse fémorale supérieure dans les meilleures conditions possibles lors de sa reconstruction. Les modalités thérapeutiques sont très nombreuses et encore largement discutées. Repos articulaire, appareil de mise en décharge, intervention chirurgicale. Elles relèvent des compétences de l'orthopédiste pédiatre. L'épiphysiolyse fémorale supérieure est une maladie locale du cartilage de croissance. L'épiphyse fémorale supérieure glisse progressivement en bas et en arrière par rapport à la métaphyse. Ce déplacement explique le défaut de rotation interne
et la démarche en rotation externe du côté atteint. La boiterie survient le plus souvent chez des garçons obèses de morphotype adiposogénital. Parfois, le déplacement se complète de manière aiguë, se présentant alors comme une fracture du col fémoral. La radiographie de bassin de face et de profil suffit pour faire le diagnostic, mais dans les formes peu évoluées, la lecture des clichés doit être très attentive. S'il existe le moindre doute sur une épiphysiolyse, l'appui est formellement contre-indiqué et une confirmation diagnostique doit être obtenue le plus rapidement possible. Le risque est un glissement survenant de manière aiguë, véritablement comme une fracture, entraînant un étirement, voire un arrachement des vaisseaux nourriciers de l'épiphyse, une ischémie de celle-ci, puis une nécrose. Le traitement est uniquement chirurgical. L'épiphyse est vissée au col, sans réduction du déplacement en percutané le plus souvent, si le déplacement est peu important. La fréquence élevée des formes bilatérales fait que certaines équipes font systématiquement une fixation contralatérale préventive. Dans tous les cas, il faut savoir également évoquer la possibilité d'une tumeur osseuse bénigne ou maligne, ou d'une pathologie osseuse générale telle que l'histiocytose langerhans. La radiographie suffit dans la très grande majorité des cas pour faire le diagnostic.